qui vivent seuls une semaine sur 2. L'autre semaine, j'ai mes enfants. La solitude dont je parle n'est pas ma solitude de mère célibataire que j'endosse une semaine sur 2, solitude passionnante et complexe qui pourrait faire l'objet d'un livre entier, mais je vous renvoie à la littérature produite par mes consoeurs à ce sujet. Je puise la matière de ce livre dans la solitude que je retrouve quand chez moi il n'y a plus que moi et mon chien, et l'absence d'intention de refaire ma vie. Cette expression renvoyant étrangement à l'idée de refaire couple ou famille avec une autre personne. Comme si ma vie n'était pas faite tant que je ne trimballe pas à mon bras quelqu'un que je présente comme étant ma moitié. Dans l'esprit de la société, cette personne étant évidemment un homme. Mais ça n'est pas le projet. Mes enfants vont grandir et quitter le foyer, et mon ambition actuelle est que ma solitude reste un état de fait. Quelque chose que je chérirai et protégerai jusqu'à mes vieux jours. Parce qu'elle est le lieu depuis lequel je me sens le plus à même d'influer sur le monde et sur ma propre vie. Parce qu'elle est la source d'un bien-être que j'ai mis des années à conquérir et que je n'ai pas l'intention de perdre. Ma solitude est le socle sur lequel j'ai bâti mon estime de moi, après des décennies à conditionner ma valeur à la présence à mes côtés d'un être de genre masculin pour la valider. Pourtant, ce livre n'est pas un livre sur le célibat. Je vous propose d'ailleurs de questionner la trouble signification de ce mot « célibataire » qu'on emploie indifféremment dans nos contrées pour désigner une personne adulte qui n'est pas mariée, mais aussi toute personne qui n'a pas officiellement présenté au monde une autre personne comme étant sa moitié. Une jeune ado sans amoureux se dira célibataire. Une maman solo se dira célibataire. Une quadragénaire cumulant les dates sur Bumble se dira célibataire. L'INSEE considère comme célibataire toute personne vivant seule dans son logement. Et avant qu'on introduise légalement le terme concubin dans les années 1970 pour les couples hétérosexuels, en 1999 pour les couples homosexuels, étaient considérées comme célibataires 2 personnes vivant sous le même toit, même depuis des décennies, sans être mariées. L'Église catholique ainsi que d'autres dogmes religieux disent célibataire toute personne n'ayant pas souscrit au lien sacré du mariage, y compris les prêtres. Bref, ce mot n'a pas beaucoup de sens, et même s'il a bien sûr un lien avec la thématique de cet ouvrage, il ne parle pas de ce que je cherche à cerner à travers cet essai. La solitude que j'appelle de mes vœux et que je souhaite encourager les femmes et toutes les personnes minorisées par leur genre à embrasser n'est pas l'absence de vie sentimentale. On peut être seul en ayant une vie amoureuse et sexuelle, ce dont je ne me prive pas, j'y reviendrai. Elle est encore moins l'annihilation des liens sociaux. Il me semble au contraire qu'être seul est la meilleure façon de se relier aux autres et au monde. Ma solitude est une façon apaisée de cohabiter avec moi-même. Elle a un goût d'aboutissement, comme si j'étais arrivée à la fin d'un niveau dans un jeu vidéo et que je sonnais la cloche après avoir affronté le boss final. Ma solitude est un soulagement. Elle est le bout d'un chemin. C'est pour cela que je vais la désigner à travers ces pages comme l'enfin solitude. Cette enfin solitude est aussi celle des femmes dans la société. Elle est la conclusion d'une lente conquête politique qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Cela ne fait que quelques décennies que les femmes sont légalement et culturellement autorisées à être seules, c'est-à-dire à vivre seules dans leur propre maison, de leurs propres revenus. Les femmes occidentales du XXIe siècle viennent juste de devenir des grandes filles. Enfin. Pendant les siècles qui ont précédé, elles ont été considérées comme d'éternelles mineures, que l'on plaçait sous protection, surveillance, domination d'un représentant physique ou moral du patriarcat. Les assouplissements successifs des lois leur ont permis de s'autonomiser pas à pas. Nulle part ailleurs, dans l'histoire, que dans le monde occidental au XXe siècle, les femmes n'avaient eu la possibilité de vivre seules chez elles, sans tomber sous le giron d'un père, d'un mari, d'un couvent ou d'un asile. Cette situation est l'aboutissement d'un long processus qui distingue les femmes de leur fonction procréative et leur permet d'accéder à une autonomie pécuniaire et statutaire, écrit la sociologue Erika Flau dans Une vie à soi. Les femmes seules d'aujourd'hui sont des pionnières. Elles sont en train d'inventer de toutes pièces un mode de vie et une identité.
le droit à être seul, chez soi. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.